J'ai tenu jusqu'en 2007 l'équipe de France et j'arrête en fait juste avant la qualification pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 parce que je bossais la nuit mes cours, j'allais le lendemain matin à l'entraînement, etc. Donc très compliqué, j'arrivais pas à suivre les deux. Je me suis aussi rendu compte que j'étais une très bonne joueuse au niveau national, peut-être au niveau européen, mais clairement j'avais compris que je ne serais pas championne du monde. Et donc il fallait assurer aussi ma vie quotidienne et la vie d'après aussi. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde ! Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Reiner. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Donc aujourd'hui, à nouveau sur Paris, je reçois Sarah qui me fait le plaisir de venir de Toulon jusqu'à Paris. Alors elle avait d'autres obligations qui lui ont permis de coordonner, mais voilà, l'idée c'est encore une fois, merci d'être venue jusqu'à moi. Bonjour Sarah. Bonjour, ravi d'être là. Alors, Sarah, tu es, donc les gens l'auront certainement vu sur la vignette, mais tu es et avocate et entrepreneuse sociale, c'est comme ça que tu te définis, et sportive de haut niveau. Et tu es ma première, et là on va devoir tout de suite attaquer un sujet, pongiste. Et donc est-ce qu'on dit ping-pong ou tennis de table ? Non. Réponds pas maintenant, tu répondras après. Mais c'est vraiment un sujet, je sais. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Julie, elle se reconnaîtra, qui va être très fière qu'on parle de tennis de table ou de ping-pong, mais tu répondras tout à l'heure. On va démarrer par le classique portrait chinois. Et donc, ma première question, si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis ? Je te dis sans hésitation Lille. D'accord. Lille, parce que j'ai grandi à Lille. D'accord. Ma mère est française, mon père est camerounais. Mm-hmm. Ils se sont rencontrés à Lille, en fait, mes parents, pendant leurs études. Magnifique cette ville. Ma mère est plutôt de l'Est de la France et j'y ai grandi. J'ai encore toutes mes attaches et je suis très attachée à la mentalité et aux valeurs du nord de la France. Effectivement, c'est un point commun qu'on avait avec Sarah. Quand je l'ai appelée la première fois, je lui ai dit Toulon, ça fait un peu loin pour venir. Elle dit ouais, j'ai de la famille à Lille, etc. Donc on aurait pu se rencontrer à Lille, mais voilà, on se rencontre à Paris, c'est bien aussi. La deuxième question du portrait chinois, c'est si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé? Il serait plutôt sucré. Et ça serait chocolat noir avec un petit café. C'est le top. Arrête, j'ai pas pris de café là tout à l'heure, ça me donne envie. Si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais ? Je te dirais la lecture, peut-être. On voyage beaucoup avec le sport et lorsque je voyage en train ou parfois en avion, j'aime beaucoup lire. Et le dernier livre que ce matin, en venant, j'écoutais sur Audible, Viola Davis, Finding Me. Je suis fan de cette actrice et j'adore écouter des mémoires ou des biographies. Ok, super, merci beaucoup. Et la dernière question, ce serait si tu devais me citer une personne ou une ou des personnes ou une ou des personnalités qui t'ont inspiré, qui t'inspirent ou qui ont compté pour toi? La première réponse, ça serait peut-être mes entraîneurs. Quand on est sportif, on passe parfois beaucoup plus de temps avec ses entraîneurs qu'avec sa propre famille. Moi, j'ai quitté maman et papa à 12 ans et j'ai passé beaucoup de temps avec mes entraîneurs. Donc oui, il y a 2-3 entraîneurs qui ont beaucoup compté pour le sport, mais aussi pour mon éducation, pour devenir adulte, pour devenir une femme en termes de valeurs. Donc je pense, mes entraîneurs. Alors, on oublie de le dire, mais le sport, c'est l'école de la vie et effectivement, tu as raison. Souvent, dans le sport, on grandit aussi humainement, on ne grandit pas que sportivement. Donc, merci pour ce clin d'œil que tu fais à tes entraîneurs. 2 questions, puisqu'on est dans tout un sport. La première, si tu devais me citer un souvenir ou un grand moment de sport que tu as vécu en tant que spectatrice.
Eh ben, je te dirais un moment de foot, Ouais. alors que ça n'est pas le sport que je suis le C'est plus. pas grave si ça t'a marqué. Mais 98, nécessairement 98, c'était quand même un moment fantastique. D'ailleurs, la dernière aussi était pas mal, mais je garde quand même 98. Ouais, la première fois, ça change tout. Et la deuxième, elle est à peu près pareille, mais c'est un souvenir ou un grand moment de sport qui peut être lié à des émotions, à une victoire, à une défaite qui t'ont marqué. Cette fois en tant que participante, en tant qu'actrice dans le sport. Tu me citerais quoi ? Je t'en citerai deux, pas un. Vas-y. La première médaille avec l'équipe de France junior, on avait 12 ans, c'était au championnat d'Europe cadette, Wow. et avec des copines qui sont encore des copines 25 ans plus tard, donc c'était vraiment le premier grand moment. Et le deuxième, c'était le titre de championne d'Afrique au Cameroun en 2010. Ça faisait 1 an que je jouais sous les couleurs du Cameroun, et de gagner à domicile, c'était la première fois que le Cameroun gagnait un titre continental en tennis de table. Wow. Donc c'était assez fort. Ouais. Ouais, j'imagine que par rapport au papa, Exactement. ça met des lumières dans les yeux. Avant de parler de donc ton parcours, faut qu'on réponde à cette question. Ping-pong, tennis de table. Et ben les deux. Et en fait, pour tout dire, les pongistes ont dit ping. Voilà, donc ping-pong, en fait, Ok. on a une connotation un peu plus loisir. Tennis de table, c'est la compétition. Et nous, on est un peu plus détendus, on dit ping. L'essentiel, D'accord. c'est de s'éclater en Ok. jouant. Et les joueurs ont dit des pongistes. Exactement. Ok, voilà. Bon, c'est bon, on a le bon vocabulaire. Eh ben, écoute, je vais te laisser la parole pour, Sarah, nous présenter ton parcours, nous raconter un petit peu ce qui t'a amené au tennis de table. Et tu as commencé jeune, puisque dès 12 ans, tu es en championnat d'Europe et autres. Donc, c'est vraiment un sport qui a fait qui tu es aujourd'hui, hein, puisque quand on commence tôt. Et puis, ta particularité, c'est d'être sportif de haut niveau, tout en étant avocate, donc tu n'as pas mis de côté les études, et ça on le rappelle assez souvent dans tout un sport, c'est que la plupart des sportifs de haut niveau mènent 2 carrières, celle de sportif de haut niveau, et puis ce qui va permettre de gagner de l'argent, puisque sportif de haut niveau, souvent on ne gagne pas d'argent avec, ou pas beaucoup, hormis bien sûr les grandes stars de différentes disciplines, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde, donc je te laisse la parole et nous expliquer un petit peu qui tu es. Oui, comme je le disais, j'ai grandi dans le nord de la France, et c'est là que j'ai commencé le tennis de table au club de l'ASPTT Lille. À l'âge de 8 ans, j'ai suivi mon frère qui a commencé avec l'école, et puis moi je suis restée, lui est reparti assez classiquement vers le football. Et puis en fait, côté sport, ça s'est très vite enchaîné. J'ai fait les compétitions, j'aimais beaucoup m'entraîner. J'étais pas très talentueuse, mais j'avais un certain goût pour le travail, et ça s'est enchaîné. À l'âge de 12 ans, je suis partie en Chine avec l'équipe de France. Une première fois 1 mois, et puis ensuite 6 mois. Donc j'étais déscolarisée pendant cette période-là, et on s'entraînait plus de 25 heures par semaine. On apprenait le chinois. On était dans le Sichuan, à Chengdu puis à Chongqing. Donc première superbe expérience grâce au sport. D'accord, et là il faut que tu nous expliques qu'est-ce qui fait qu'on part en étant en équipe de France, qu'est-ce qui fait qu'on part 1 mois et après 6 mois? C'était un projet qui avait été initié par la Fédération française de tennis de table. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le tennis de table, la Chine c'est le pays où il faut aller pour quand on veut progresser en tennis de table. C'est vraiment les meilleurs, et donc l'idée c'était de tester très vite les training camps en Asie et spécifiquement en Chine pour prendre du volume et s'entraîner avec les meilleurs. Donc on était au début 1 mois. Ceux qui ont tenu le mois ont pu faire 6 mois, et même ceux qui ont tenu les premiers 6 mois sont repartis 6 mois l'année d'après. Alors moi, ma mère est venue me récupérer en Chine, la déscolarisation pendant 1 an, ça lui a pas trop plu, donc elle m'a laissé la première expérience de 6 mois, mais après elle m'a demandé elle est venue me chercher, hein, elle m'a dit voilà, c'est terminé, et on rentre à l'école et on reprend une vie normale. Mais c'était une très belle expérience, et en fait après la machine était lancée. Une fois qu'on intègre un peu l'équipe de France ou même les équipes régionales, y a des parcours qui sont tracés, des filières de haut niveau. Donc je suis quand même rentrée. J'ai fait le collège Carnot à Lille pendant 1 an en 4e, et puis ensuite j'ai intégré le Krebs de Wattignies, dans le Nord toujours. Bien connu. Et puis pour ceux qui sont ensuite, du Nord, bien voilà. Et puis ensuite, j'ai intégré l'INSEP, donc vraiment le parcours assez classique. Donc à l'âge de 16 ans, j'y ai passé mon bac, et donc en fait, de 12 à 18 ans, je m'entraînais 2 fois par jour, tout en continuant bien sûr les études. Après, c'est vrai que quand on est en sport-études, tout est aménagé, hein. À l'INSEP, les cours se font à l'INSEP, donc on perd pas de temps dans les transports. La salle était juste en bas, tout est vraiment optimisé pour qu'on puisse allier les deux. Donc c'est assez facile, entre guillemets, jusqu'à 18 ans de faire le sport et les études, puisque tout est optimisé.
La question est beaucoup plus délicate quand on veut faire des études supérieures. Et c'est la difficulté que j'ai rencontrée. Donc, équipe de France de 12 à 18 ans, je passe mon bac. Moi, je savais que je voulais faire des études de droit. C'était vraiment pas négociable. Et surtout, je voulais faire des études. Et à l'époque, l'équipe de France a lancé le groupe France Promotion. L'idée, c'était de nous dire, pendant 2 ans, vous êtes dédié à l'équipe de France, pas d'études, pas de championnat par équipe, vous faites que vous entraîner et que des compétitions internationales. Et puis au bout de 2 ans, on fera le point, mais on vous finance tout, c'est ça, ou vous prenez la porte. Bon, moi j'ai pris la porte. Quand tu dis on vous finance tout, c'est on vous finance toute la partie logistique. Exactement, entre guillemets. Toutes les compétitions, voilà, vous êtes logé à l'INSEP, on vous finance les compétitions internationales et on vous accompagne. Moi, comme je voulais poursuivre des études, j'ai pris la porte. Je suis rentrée à Lille, chez maman. Je suis rentrée à Lille chez maman. J'ai fait ma première étude de droit à l'université de Lille 2. Et puis, l'université s'est bien passée. J'ai validé ma première année. Je jouais à l'époque en première division de championnat par équipe. Donc, en tennis de table, il y a 2 ligues professionnelles, la Pro A et la Pro B. Donc, j'étais en Pro A. On finit vice-championne de France, donc très bonne année. Je fais finalement médaille au championnat de France la même année ou un an plus tard, et je réintègre finalement l'INSEP, puisque on se rend compte que on peut faire des études et faire du sport de haut niveau. Donc tu rebascules au niveau de tes études sur Paris dans ces cas-là. Exactement. Et de l'entraînement, je rebascule sur Paris. Juste un point, c'est que l'INSEP, c'est un super endroit pour les sportifs. Par contre, je sais que les remontées de certains, le problème, c'est que c'est situé vraiment à l'extérieur de Paris. Et est-ce que toi, tu as vécu cette difficulté de dire je vais faire mes études dans le cœur de Paris, puis à chaque fois, il faut aller jusque l'INSEP, sachant qu'une fois qu'on est au métro, il faut encore prendre le bus pour arriver jusque là-bas. Ouais, c'est vrai. Bon, l'INSEP est à Vincennes, c'est là où s'entraînent toutes les équipes de France, dans la majeure partie des disciplines. Alors moi, j'ai pris un appart juste à côté, ce que font tous ceux qui sont à l'INSEP, à Joinville ou à Champigny-sur-Marne. Mais pour les études, c'était très compliqué, surtout qu'il n'y avait pas de partenariat avec les universités à l'époque. Donc ceux qui voulaient faire des cursus en dehors de ceux proposés par l'INSEP, on se débrouillait de notre côté. Donc moi, c'était Paris 5, qui ont été quand même assez souples vis-à-vis des absences, etc. Mais c'était vraiment très très compliqué. J'ai loupé beaucoup de cours. Bon, je l'ai rattrapé sur les bouquins, etc. Mais je devais suivre le rythme de l'INSEP, c'est-à-dire des 2 entraînements par jour, en suivant des études à la fac et des études de droit, où on le sait, les 2 premières années, même jusqu'à la licence, il y a quand même un volume horaire assez dense. Donc j'ai tenu jusqu'en 2007 l'équipe de France. Et j'arrête en fait juste avant la qualification pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, parce que je bossais la nuit mes cours, j'allais le lendemain matin à l'entraînement, etc. Donc très compliqué, j'arrivais pas à suivre les deux. Je me suis aussi rendu compte que j'étais une très bonne joueuse au niveau national, peut-être au niveau européen, mais clairement j'avais compris que je ne serais pas championne du monde, et donc qu'il fallait assurer aussi ma vie quotidienne et la vie d'après aussi. À l'époque, donc, j'étais en équipe de France et jouais en club pro. Pour te donner une idée, moi à l'époque j'avais 1150 € net de salaire avec mon club, ce qui était très bien, ce qui était très très bien. Mais quand on vit à Paris, c'est ce que j'allais dire, les 1150 ils sont presque. Voilà la vie. Bon après quand on est étudiant, enfin moi j'ai vraiment pris comme ça en me disant c'est quand même génial d'avoir un salaire quand on est étudiante, et c'est ce qui m'a permis de financer mes études. Mais ça reste les fins de mois étaient parfois un peu serrées. Donc en 2007 je décide d'arrêter l'équipe de France et de me consacrer à mes études, donc à peu près 10 ans en fait en équipe de France, champion d'Europe, champion du monde. Et quand tu arrêtes juste avant les Jeux Olympiques, tu avais une possibilité d'y aller aux Jeux Olympiques, ou t'arrêtes en te disant de toute façon je pouvais pas y aller? C'était la qualif, déjà il fallait se qualifier. Je me disais que la qualif serait dure et qu'elle serait impossible de toute façon en faisant les études de droit à côté. En fait, il fallait choisir, et clairement j'ai choisi les études à ce moment-là. Après, aussi la particularité du tennis de table, c'est que c'est vraiment un sport qui est dominé chez les filles par les Asiatiques et particulièrement par les Chinoises. Il me semble que depuis 88, toutes les médailles ont été gagnées par les Chinoises aux Jeux Olympiques. Donc voilà, on sait que quand on est européenne ou africaine, se qualifier aux Jeux Olympiques, c'est déjà une très belle performance. Ensuite, on essaye bien sûr d'aller le plus loin possible, et clairement, on sait que la médaille, elle est très très difficile, voire inatteignable. Donc tout ça mis en balance, voilà, le choix a été fait de se dire, je continue mes études. Et je joue en pro, et voilà. Et puis je continue mes études. Je fais mon master de droit à l'université d'Aix-en-Provence. Et puis parallèlement à tout ça, en fait, j'ai créé une association qui s'appelle Ping Sans Frontières,
Le but, en fait, c'était de collecter des revêtements usagés dans les clubs pour les redistribuer dans les endroits du monde où il y avait des besoins. Et donc, forcément, ça m'a amené à nouveau sur le continent africain. Et c'est comme ça que j'ai renoué un peu avec le pays de mon père, puisqu'en fait, j'ai grandi en France, j'ai été éduqué en France, j'étais à l'école publique en France, etc. Je n'allais pas souvent au Cameroun. Et donc, je découvre le Cameroun un peu à l'âge adulte, ou en tout cas, je le redécouvre. Et je me rends compte en fait qu'avec le tennis de table, je peux peut-être faire bouger quelques lignes, amener des sponsors, trouver des financements. Alors au début, ça a commencé avec la collecte des raquettes de tennis de table en France, puis après la formation des entraîneurs, les training camps dans des quartiers plus ou moins défavorisés du Cameroun, trouver des sponsors, etc. Et puis donc ça, tu fais ça en parallèle de tes études. Exactement. Okay. Et puis en discutant avec la fédération, on se dit, en fait, t'as encore un très bon niveau en France, peut-être pas un niveau pour être encore en équipe de France A, mais un très bon niveau. Pourquoi tu n'essaierais pas l'aventure avec le Cameroun? Nous, ça nous permettrait de faire parler du tennis de table, peut-être de pousser des jeunes à faire du tennis de table, etc. Et c'est comme ça, en fait, que 3 ans après avoir arrêté l'équipe de France, donc j'arrête en 2007, juste avant la qualif de Pékin, et je reprends en fait en 2009-2010, parce qu'on a 3 ans d'arrêt quand on a déjà joué pour un pays. Je reprends en 2009-2010 sous les couleurs du Cameroun, et depuis je joue pour le Cameroun. Depuis 2010, j'ai fait 2 Jeux Olympiques, j'ai pu faire Londres. J'ai raté ma qualif pour les Jeux de Rio. D'accord. Je l'ai tenté. Ouais. J'ai été au tournoi de qualification et j'étais première remplaçante. Et puis j'ai réussi à me requalifier à nouveau pour Tokyo en 2021. Et là, je suis en train d'essayer de me qualifier pour Paris 2024. Okay. Donc voilà pour le côté sport. Et puis parallèlement à tout ça, les études et le travail, ça a toujours été quelque chose d'essentiel pour moi. Donc je fais mon master. Je fais une thèse de droit à l'université toujours d'Aix-en-Provence. Pendant ma thèse de droit, je cherchais des moyens pour financer la thèse. Je passe des concours de la fonction publique et le premier que j'ai, c'est celui des officiers de l'armée de terre. Donc je me retrouve à faire, c'était pas du tout une vocation, mais je me retrouve à faire l'école des officiers à Saint-Cyr-Couët-Quidan en Bretagne, tout en faisant ma thèse. Donc je fais 4 mois et demi d'école, et puis ensuite on a les affectations. Donc ma première affectation était à Strasbourg. Wow. J'ai pas mal bougé. Après, j'ai une mission. J'ai une mission ensuite à La Réunion. Ensuite, je suis revenue à Lille pour une affectation d'1 an, et j'ai terminé à Toulon, là où je vis aujourd'hui. Donc, c'était un premier contrat de 5 ans. Pendant ce temps-là, je passe ma thèse de doctorat. Et puis, à l'issue de ce contrat de 5 ans avec l'armée de terre, je reprends mes études, encore 2 ans, pour faire l'école des avocats à Marseille. Et puis finalement, depuis 2019, quand j'ai fini l'école, je me suis installée à mon compte en tant qu'avocate dans le sud de la France. Et je continue donc à jouer au tennis de table sous les couleurs du Cameroun. Là, je vais aller chercher la qualif pour Paris 2024. Et en par équipe, je joue toujours en Ligue Pro. Et là aussi, on se dit, il n'y a pas trop de sens entre les différentes destinations, mais je joue à Quimper, en Bretagne. C'est ce que j'avais vu, j'allais te poser la question en disant mais Quimper, pourquoi? Et voilà, tu expliques un petit peu. Exactement. Il y a, je suppose, des attaches avec les premières tes premières années. Exactement, j'ai des copines qui jouent là-bas. C'est un club pro, il n'y a pas beaucoup de clubs pro dans le sud de la France. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Okay. Et tu vas chercher où toute cette énergie? Parce que quand tu me racontes tout ce que tu fais là, c'est quand même assez impressionnant. Alors moi, avant que tu répondes à cette question où tu vas chercher cette énergie, donc un point déjà, parce que c'était une question que je m'étais posée et tu y as répondu, c'était parce que si on prend l'exemple du foot, quand on a été sélectionné en équipe de France A, après on peut plus aller jouer dans d'autres pays. Et là, tu as expliqué, il faut 3 ans en fait d'arrêt entre ta dernière sélection, je suppose, et la suivante. Exactement. À l'époque, il fallait que 3 ans, et j'avais j'étais déjà binationale, donc le processus était plus simple. Aujourd'hui, ça c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long, mais oui, à l'époque, c'était 3 ans d'arrêt entre la dernière compétition avec l'équipe de France et la première avec le nouveau pays. Ok. Et donc, par rapport à cette organisation, c'est quoi le truc que toi, alors tu avais peut-être pas de truc en tant que tel, mais en tout cas, c'est quoi l'organisation que tu avais mise en place pour te permettre de performer entre guillemets dans les deux? C'est-à-dire que même si t'es pas la meilleure joueuse du monde, faut quand même aller t'entraîner régulièrement, faut faire les compétitions, et à côté t'as tes études, ta thèse, etc. à mener, et là aujourd'hui t'as ton activité professionnelle et en même temps les compétitions.
Est-ce qu'il y a un truc en termes d'organisation ou est-ce que tu as un truc même en termes mental quand tu commences à aller moins bien, tu te rattaches à des choses, les petits conseils que tu peux donner à des plus jeunes qui feraient la même chose que toi? Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la dernière partie de ta question. Je pense que ce qui permet de tenir, c'est d'avoir l'objectif à long terme. On parle souvent de motivation. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'en fait, il y a plein de fois où moi je suis pas motivée, mais je vais quand même à l'entraînement. Si on mettait tout le temps la motivation, même pour aller travailler, je pense qu'on est tous dans cette situation. Il y a beaucoup de jours où, même si on aime ce qu'on fait, on n'a pas envie. Je pense que c'est plus une question de discipline. Discipline, c'est surtout ça, je pense. On a l'objectif et en fait, on se tient à ce qu'on a décidé et avoir des habitudes quotidiennes et une routine, ce qui permet de pas se poser la question de j'y vais pas. En fait, la question se pose pas, j'y vais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois, c'est que je suis convaincue que l'entourage est déterminant. Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Alors ça, on l'apprend avec les expériences de la vie, mais c'est vraiment fondamental d'être bien entouré. Et puis ensuite, oui, le troisième élément, c'est nécessairement l'organisation et une hygiène de vie. C'est sûr que oui, je fais pas la fête tous les soirs et je finis pas à 3h du matin tous les soirs. Mais finalement, quand on est organisé, bien entouré et qu'on sait pourquoi on fait les choses, très honnêtement, ça passe bien, quoi. Ça passe vraiment bien et je vis. Voilà, j'ai du temps, pas autant que je voudrais, mais j'ai quand même du temps pour la famille et pour les amis. Donc, au fond, ce que tu expliques, et c'est un peu ce que tu viens de nous expliquer depuis le début, c'est que tu voulais faire du tennis de table. À un moment, tu voulais être avocate et c'était une vision à long terme. Là, aujourd'hui, tu as les JO de Paris 2024 qui sont dans ta tête. C'est à chaque fois te refixer des objectifs à moyen-long terme, on va dire. C'est exactement ça, surtout que si je prends l'exemple de la qualif pour les Jeux, tu vois, là, on est à un an, en fait, des sélections pour le tennis de table. En tout cas, la sélection au classement mondial va sûrement tomber en février-mars de l'année prochaine. Clairement, je vais perdre des matchs et j'en perds déjà. Il y a souvent des échecs. Parfois, je vais à l'autre bout du monde. En janvier, en janvier ou début du mois, je sais même plus. J'étais en Jordanie. On fait beaucoup d'avions. J'y vais toute seule. J'ai pas de coach, j'ai pas de sparring partner, etc. Je perds au premier tour et je rentre chez moi. Et ça va, je le sais, ça fait partie du process, ça va arriver beaucoup de fois. Si je pense à la motivation, si je pense pas à l'objectif à long terme, plus d'une fois, je peux me dire, en fait, ça sert à rien et je reste chez moi et j'arrête. Et en fait, le fait d'avoir cet objectif à moyen ou long terme et de savoir que l'échec va faire partie du processus, on l'accepte et on reste discipliné avec sa routine jusqu'à temps que l'objectif arrive. En fait, on y va, quoi. En fait, il faut pas se poser la question à chaque compétition. Sinon, on n'y arrive pas. L'objectif est là, le plan a été mis en place, on fait confiance au processus et à tout ce qui est mis en place et on y va, quoi. Et donc quand tu dis je suis seul, c'est forcément parce que au niveau des moyens financiers, tu peux pas te permettre de voyager avec un entraîneur et autres. Comment tu fais pour ne pas tomber dans ce côté solitude? C'est-à-dire, vous avez mis en place des routines avec un entraîneur pour que à la fin du match, tu puisses quand même débriefer avec lui. Enfin, comment ça se passe? Parce que il y a beaucoup de sportifs qui sont dans ton cas, qui se retrouvent seuls en compétition. Il n'y a pas la famille, il n'y a personne, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a rien. Il n'y a même pas une personne pour dire en fait, tu as quand même fait un bon match parce qu'il n'y a pas de recul, on est dans son émotion. Donc, comment tu gères cette partie-là? On en revient à l'entourage. J'ai la chance d'avoir franchement un entourage incroyable. J'ai des amis qui sont coachs, prépa physique, etc., qui regardent les matchs en ligne. En fait, c'est très particulier. Mais en fait, quand on part en compétition, très souvent le tableau tombe quand on est dans l'avion. Et comme j'ai quand même les moyens de partir en compétition, c'est quand même déjà une chance et un privilège. Mais je n'ai pas les moyens de partir une semaine avant une compétition parce que c'est quand même très très cher. Donc j'arrive souvent la veille. Et donc pendant que je suis dans l'avion, les amis regardent les vidéos de la joueuse contre qui je vais jouer et quand j'atterris, en règle générale, j'ai déjà des premiers éléments de tactique et ensuite elles regardent le match en ligne et elles me font un retour. Et puis écoute, j'ai posté début décembre un post sur LinkedIn. Et ça a été une opportunité incroyable parce qu'il y a des personnes qui bien sûr ont tout simplement apporté leur soutien et des encouragements. D'autres personnes ont fait des dons financiers. J'ai trouvé des sponsors et j'ai aussi des personnes qui m'ont proposé leurs compétences. Et j'ai trouvé ma prépa mentale, Cécile Camara, sur LinkedIn en fait, qui s'est proposé de m'accompagner bénévolement pendant 1 an et demi pour la qualif. Donc ça aussi c'est quand même un soutien de se dire que il y a quelqu'un qui est là pour
pour soutenir. Même on est sur la prépa mentale des matchs, mais il y a l'avant, il y a comment encaisser la fatigue, comment encaisser les défaites, etc. Et ça c'est top. Donc non, c'est l'entourage qui permet finalement de moins vivre seul cette aventure. T'as même de ce fait-là presque une sacrée organisation autour de toi avec ce côté, je vais utiliser le mot qu'on utilise beaucoup, mais une forme de bienveillance, parce que dire on sait qu'elle est dans l'avion, donc on va aller regarder le tableau, on va regarder les matchs, etc. Je trouve que c'est top, quoi. Ah, c'est génial. Là, par exemple, là, je repars dans 10 jours à Singapour. Donc là, c'est sûr que je serai dans l'avion, et quand je pars toute seule, il y a aussi la question de l'échauffement. On est un sport de raquette, il nous faut quelqu'un pour s'échauffer. Et là, c'est pareil, je vais demander aux amis, et elles le savent déjà, de trouver aussi tout de suite, de voir le tableau et éventuellement de me trouver un sparring partner pour que le lendemain, je sois pas là à chercher dans la salle quelqu'un avec qui m'échauffer. Donc non, là pour le coup, j'ai beaucoup de chance d'être entourée comme ça, et ça fait partie de l'entourage fait partie de la performance. En fait, finalement, c'est plus une aventure collective qu'une aventure solitaire, même si je suis seule en compétition, je sais qu'il y a des gens derrière et qui sont avec moi et qui me soutiennent, quoi. Donc à travers le podcast, on peut leur dire bravo, parce que c'est important dans la performance, tout cet entourage qui n'est pas là qui sont carrément acteurs, quoi. C'est pas juste l'entourage en disant c'est bien, bravo, ils sont carrément acteurs et ils t'aident à trouver les personnes, donc ouais, bravo et merci. Et tu disais important, moi je pense même que c'est fondamental, vraiment, l'entourage c'est fondamental pour la performance. Tu as raison. Et donc cette compétition, je voudrais refaire un petit point sur lequel tu as fait un éclairage tout à l'heure en tant que participante. En 2010, tu deviens championne d'Afrique au Cameroun. Je voudrais juste reprendre un petit temps juste pour que tu puisses réexpliquer un petit peu ce que tu ressens à ce moment-là, parce que c'est un moment où tu reprends la compétition, si je me trompe pas. International, complètement. Et c'est quoi ce qui passe dans la tête? Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées. Enfin, vraiment, j'ai vraiment grandi à Lille. Je suis plus, si on me demande d'où je viens, je vais plus répondre Lille que voilà. Je viens vraiment de Lille. J'ai grandi en France. Ma première partie de carrière est en équipe de France, et vraiment de jouer pour le Cameroun, c'est pas du tout quelque chose qui était dans le plan. D'ailleurs, en règle générale, c'est plutôt l'inverse que les gens font. C'est plutôt de partir de l'Afrique pour aller jouer en Europe. Représenter puis il y avait aussi des choses assez personnelles, reconnecter avec la famille et le pays. Donc c'était juste énorme de pouvoir gagner le premier titre du pays, un titre continental devant la famille. Au Cameroun en plus, donc non, c'est vraiment une des émotions les plus fortes, et j'en garde vraiment des très bons souvenirs. J'espère que je revivrai ça peut-être un jour. Il me reste 1 ou 2 ans, mais c'était vraiment fantastique. On va croiser les doigts pour toi. Il y avait ta famille à ce moment-là qui était présente. Il y avait une partie de la famille qui était là, et non, on en discutait avec des amis il y a 15 jours, et on se demandait en fait dans quel autre domaine de la vie on peut ressentir des émotions aussi fortes que dans le sport. Et les sportifs de haut niveau, on parle souvent de petite mort quand on arrête le sport de haut niveau, parce qu'en fait, on a ces émotions qui sont assez exceptionnelles. On est un peu addict à ça, on recherche ça. Et je pense, pour le moment, moi, je n'ai trouvé que le sport qui puisse me permettre de ressentir des choses aussi fortes, que ça soit d'ailleurs dans la victoire ou dans la défaite. Mais quand vous jouez un match de qualif olympique, ou quand vous jouez pour votre pays, c'est quelque chose d'assez incroyable en termes d'émotion, quoi. T'as totalement raison, et merci de le souligner, c'est vraiment hyper important, parce que les gens qui n'ont pas fait de sport ne le comprennent pas, mais même moi à petit niveau, les plus grandes émotions que j'ai eues dans le sport, c'était en étant entraîneur d'une équipe de basket au niveau région, et quand on gagne, c'est entre guillemets le championnat du quartier si on le met au niveau mondial, mais ces émotions-là, on les revit pas. On en vit d'autres autrement, mais de la même manière, on n'en vit pas 50. Donc merci de le souligner, de le redire à quel point ces émotions-là, elles sont aussi des moteurs et des drivers. J'imagine que c'est de temps en temps, quand on a une baisse de motivation, tu parles d'objectifs à long terme, tu refais le lien et tu fais l'ancrage avec ce que tu vis. Moi, il y a un point important dans ce qu'on a partagé, tu l'as dit tout à l'heure, pour aller vers Paris 2024, tu n'as pas de financement de la part de la fédération, et donc tu as lancé une cagnotte en ligne. Et moi, je pense que c'est important de souligner à quel point c'est non seulement de l'investissement physique, c'est de l'investissement temps,
il y a des gens autour de toi qui investissent aussi du temps, mais il y a aussi cet investissement réel d'argent. Et donc, tu vas chercher donc des aides financières de particuliers, mais aussi des entreprises. Comment ça se passe au quotidien ? Parce que tu es entre guillemets VRP de ta personne et c'est jamais hyper évident de se vendre soi-même. Ouais, oui, tout à fait. En fait, les 2 premières qualifs au jeu, je les ai faites sans chercher des sponsors ou des aides financières. C'était très dur, notamment celle de Tokyo. Je l'ai franchement très mal vécu parce que je bossais. Alors, je suis en libéral, hein, donc je bossais énormément pour financer les compétitions et j'étais dans un cercle assez vicieux parce qu'il fallait, je partais en compétition et derrière, il fallait travailler encore plus pour pouvoir financer la prochaine compétition et je suis arrivée complètement à plat et sur les rotules. Et là, je me suis dit, bon, c'est clairement la dernière. De toute façon, aujourd'hui, j'ai 36 ans et j'ai d'ailleurs... Enfin, je fais Paris parce que c'est Paris. C'est là où tout a commencé et Paris et la France, bah forcément, c'est quelque chose de très particulier pour moi. Donc, c'est pour ça que j'y vais. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas y aller dans les mêmes conditions. Et donc, bah oui, c'est particulier. Après, il faut se retrousser les manches et y aller. Hein. J'avais 2 solutions, c'est dire en fait c'est pas possible, je peux pas y aller, j'ai pas de sponsor et clairement j'abandonne. Soit j'essaye et le retour a été assez incroyable. J'ai fait moi-même mon dossier de sponsoring. Voilà, j'ai essayé de le faire du mieux que possible. Ensuite, j'ai fait ce post sur LinkedIn où j'ai partagé un peu le parcours. J'ai trouvé 3 sponsors grâce à LinkedIn. J'ai trouvé des personnes qui m'entourent et il y a eu cette Tu peux les citer hein, si tu veux les sponsors entreprises oui. notamment parce que les particuliers ça va être compliqué sinon ouais, Connected, Suit Yourself, une entreprise à Toulouse et puis un cabinet d'avocats, Anne-Laure Giraudot qui me soutient. Donc merci à eux et puis une cagnotte Litchi qui a été mise en place où beaucoup de particuliers ont participé. Donc ça, c'est vraiment des sponsors en dehors du thé de table. Après, moi, j'ai un sponsor qui me soutient depuis des années en thé de table et qui est Cornio. J'ai vu qu'il y avait une table Cornio là dans les locaux, qui me soutient en matériel et qui me soutient même psychologiquement, qui sont vraiment top. Après, si on peut donner quelques chiffres, je sais pas si les personnes se rendent compte. En tout cas, je veux juste moi faire un point sur le post que tu avais mis en disant pour la qualification de Paris 2024, c'est 20 compétitions en 2023 à travers le monde. C'est là où on commence à comprendre un petit peu ce que ça nécessite en termes de billets d'avion. Quand on voit le prix d'un billet d'avion aujourd'hui, ne serait-ce qu'aller-retour, l'hôtel sur place, le matériel, quoi qu'il en soit. Enfin, voilà, donc déjà, c'était une parenthèse. Mais oui, vas-y, si tu as des chiffres, moi, je suis preneur. C'est 20 compétitions et encore, moi, je les fais pas toutes. Ouais. On en a toutes les semaines. Donc, je pourrais en faire 50 dans l'année. Et il y en a qui font quasiment les 50. Voilà. Donc, moi, j'en ai sélectionné 20. Une compétition, si on prend pas le billet d'avion, on doit faire 3 nuits minimum sur place. Et c'est un package qui va de 180 à 350 euros par jour. 3 jours minimum, vous faites déjà ça x 20. Ça, si j'y vais toute seule, c'est la même chose pour le coach. Le coach paie la même chose. Donc, vous faites x 20, x 2. ça va très vite. Et ensuite, vous rajoutez les billets d'avion qui ont les prix des billets d'avion a complètement explosé. Donc, je pense que là, j'ai pas la plaquette sous les yeux, mais je suis à plus de 10-15 000 euros de billets d'avion dans l'année. Et donc, en fait, si je pars à toutes les compétitions jusqu'à la qualif, je suis à un budget de 60 000 euros. Un tout petit peu moins de 60 000 euros si je pars avec un coach à toutes les compétitions. La moitié si je pars toute seule. Là, depuis janvier, je suis à 5 500 euros voilà, de dépenses sur les compétitions, sachant que je n'en ai pas fait tant que ça. Au mois de mai, j'ai championnat du monde en Afrique du Sud. Donc là, on est sur un coût qui est beaucoup plus important. Je vais rester plus longtemps. J'ai un billet d'avion plus important en termes de prix. Puis beaucoup de compétitions en Afrique, les billets sont très chers. Donc ça pose bien sûr des problèmes en termes de budget et j'ai besoin d'avoir des sponsors qui m'accompagnent pour financer tout ça. Mais au-delà de ça, il y a aussi quelque chose moi qui me dérange, c'est que quand on voit la situation climatique, on se demande comment on peut avoir des calendriers aussi chargés à l'autre bout du monde. Alors c'est vrai que je pourrais renoncer à participer aux compétitions, mais renoncer, ça voudrait dire renoncer à qualif pour les Jeux. C'est un choix que je fais. Je tente quand même la qualif malgré le fait que ça me convienne pas, mais le calendrier est complètement fou en fait. Et notre empreinte carbone, elle est démentielle et ça c'est pas normal. J'espère qu'on va permettre aux sportifs de faire d'autres choix. On pourrait très bien décider d'alléger les compétitions, de mieux regrouper les compétitions. C'est des modèles économiques, à mon avis, qu'il faut clairement changer. Alors, bien sûr qu'on va toujours voyager pour le sport et en effet, qu'on soit participant, spectateur, je pense qu'on aime tous le sport et les émotions que ça procure, mais on peut le faire de manière plus raisonnable et raisonnée peut-être. Donc voilà, c'est la réalité en tennis de table. Je sais que ça n'est pas le cas dans tous les autres
tous les autres sports. Mais oui, on voyage énormément, on prend énormément l'avion parce que les compétitions sont vraiment à l'autre bout du monde, sans trop de cohérence. Là, j'étais en Allemagne, là dans 15 jours, je pars à Singapour, puis après je pars en Turquie, puis après en Afrique du Sud. Enfin voilà, il n'y a pas tellement de cohérence dans tout ça. Ça fait partie du process. Moi, j'y vais à fond. J'ai vraiment envie de me qualifier pour Paris 2024, mais j'espère que ça sera aussi l'occasion de mettre sur la table des sujets tels que ceux des enjeux climatiques, de ce que nous on peut faire en tant que sportif. Moi, j'essaye de trouver des solutions avec mon sponsor. J'espère que la Fédération internationale aussi va nous en proposer pour au moins compenser notre empreinte carbone. J'essaye au quotidien, mais clairement, ça n'est pas suffisant. Voilà. Et là où tu as raison, c'est que sur des sports d'hiver, on voit les conséquences aujourd'hui du réchauffement climatique. Quand je vois là dernièrement du biathlon où sur la partie tir, on voit de l'herbe. Alors que d'habitude, quand on regarde du biathlon, on a de la neige partout. Enfin, il y a quand même des questions à se poser, donc ça, on le voit assez facilement. Mais tu as raison sur le fait qu'aujourd'hui, il va falloir repenser le sport, non pas pour dire on ne fait plus de sport, parce que sinon, il y a une bêtise par rapport à l'idée de l'hygiène de vie, etc., et à éviter l'obésité, et ainsi de suite. Mais faire voyager autant, il y a ce manque de logique qui est marquant. Et moi, je vais insister sur un point, sur la partie argent, c'est que tu es indépendante, donc ça te permet, en étant avocate, de décider de ton planning, mais le seul truc, c'est que quand tu es en compétition, tu fais pas rentrer d'argent. Enfin voilà, c'est pas un métier dans lequel... Complètement. Voilà. Donc oui, quand je parle des 30 à 60 000 euros, c'est vraiment de dépenses, c'est pas l'argent. Je ne compte pas l'argent que je perds quand je pars en compétition. Donc oui, c'est des modèles, je pense, à repenser. Très honnêtement, moi je pensais qu'après le Covid, il y aurait des changements sur ces questions-là et qu'on allait repartir peut-être sur des calendriers un peu allégés ou d'autres façons de voir les choses. Je vais te donner un autre exemple qui, moi, me semble complètement stratosphérique. On a parfois des compétitions qui s'enchaînent dans le même pays, mais comme on est obligé de prendre le logement proposé par l'organisation, les fameuses 3 nuits dont je te parlais, et pas d'Airbnb, on peut pas prendre d'Airbnb, etc. Si on a éliminé au premier tour, là j'avais l'Allemagne, j'ai perdu le deuxième jour, il y avait la compétition le lundi d'après, donc il fallait que je paye 5 jours en plus sur place. Donc en fait, quand économiquement on est très très serré, on va reprendre l'avion ou le train pour rentrer à Paris et puis revenir la semaine d'après, quoi. Et ça s'est passé l'été dernier par exemple avec Budapest, à 300 € la nuit. On est à 1 500 €, on a des billets low cost parfois à 150 €. Alors, c'est sûr qu'on pourrait faire le choix, mais très honnêtement, quand il y a des différences de 500 000 € et qu'on est très serré pour sa qualif olympique, parfois on fait le choix de rentrer et d'avoir une empreinte carbone. Et ça, c'est pas normal. Et c'est des modèles économiques, c'est un choix qui a été fait en ce qui nous concerne par WTT et la Fédération internationale, de nous imposer de prendre les packages des compétitions et de pas nous laisser la possibilité de prendre des Airbnb ou de se loger librement pour pouvoir un peu mieux gérer notre budget. Donc c'est vraiment des choix. Quand on dit qu'on peut pas changer le modèle, moi j'y crois pas trop. C'est des choix qui sont faits pour des questions de rentabilité purement économique et on pense pas du tout à l'impact social, écologique que peuvent avoir les compétitions. Oui, puis moi, ça me pose problème. Une journée à 500 ou 1000 € sur place, c'est aussi, alors tu peux travailler à distance, mais c'est aussi de l'argent que tu fais pas toujours rentrer, c'est des mouvements que tu peux pas gérer, enfin bref, il y a plein d'éléments et donc même si on peut être amené en étant sportif de haut niveau à bien gagner sa vie parce qu'on a bien géré certaines choses, 500 ou 1000 € par jour, c'est pas neutre, donc je pense qu'il faut pas l'oublier. Et je rappelle une chose, et je l'ai dit dans un podcast Allez Vas-y où j'ai interviewé un partenaire et ami avocat. Tous les avocats gagnent pas des milliers d'euros par jour. Enfin voilà, c'est l'image, encore une fois, c'est comme le sportif de haut niveau. On se dit avocat égale Ferrari, sportif de haut niveau égale Ferrari, et ainsi, patron égale Ferrari. Non, tout ça, c'est le cas pour certaines personnes et tant mieux pour eux. On va pas être jaloux, mais la réalité, c'est que la majorité des avocats gagnent un salaire normal et donc quand toi tu te prives de gagner de l'argent parce que tu n'es pas en train de travailler sur tes dossiers, tu es en compétition
et si en plus tu dois dépenser encore plus en logement, bah oui, je comprends que tu te fasses du mal en disant je reprends l'avion, mais je ferai la même chose que toi. Enfin, il y a un moment, on fait des choix. Il y a le principe de réalité. Voilà, il y a le principe de réalité, mais on pourrait nous mettre dans des positions où on n'aurait pas ce choix à faire. C'est simplement ce que je dis. Et il y a vraiment des solutions. Et pareil, le budget de la qualif, il est énorme, mais parce qu'on nous impose un calendrier. Tu vois, là, je vais à Singapour, donc c'est l'équivalent du Grand Chelem pour nous en tennis de table. Si je n'y vais pas, c'est la fille derrière moi qui est repêchée. Donc, il va prendre les points pour avancer dans le classement mondial. Donc, à un an des Jeux, bah non, on y va. Clairement, on y va. J'allais justement te poser la question de comment ça marche au niveau des points. Ça veut dire que tu dois participer à un certain nombre de compétitions pour éviter de perdre des points, un peu comme à l'ATP, ou c'est d'une année sur l'autre? On a un système qui est assez similaire à celui du tennis. Donc, on a des catégories de tournois à peu près au Grand Chelem. Donc, en fonction de la catégorie des tournois, on peut prendre plus ou moins de points. Nos points restent pendant un an et ils prennent 8 compétitions, les 8 meilleures compétitions dans le classement pour établir le classement mondial. Donc c'est la course au point. C'est la course au point. C'est pour ça qu'il y en a qui font des compétitions 3 à 4 fois par mois pour aller chercher le maximum de points, quoi. Ouais, et puis comme tu le disais, si c'est dominé par les Asiatiques, il faut aller faire la compétition pour déjà juste gagner un tour, ça te fait déjà gagner des points. Exactement, et parfois on se dit il faut aller très très loin, là où les Asiatiques n'iront peut-être pas pour aller chercher des points parce que le tournoi sera un peu moins relevé et il y aura peut-être des chances d'aller un peu plus loin. Et le classement mondial sort tous les mardis à 10h. Donc tous les mardis à 10h, on regarde un peu comment évoluer ceux qui sont devant, derrière, pour voir où on se situe, puisqu'on est à un an des Jeux et que en une semaine ça peut beaucoup bouger, quoi. Et ça se passe comment cette qualif pour les JO 2024? Il faut être classé à un certain niveau et après tu as des barrages, ou comment ça se passe? Alors il y a une première manière de se qualifier, c'est au classement mondial. En fait, il y a 2 athlètes par pays qui sont qualifiés. Et donc quand il y a beaucoup de Chinoises, dans les 50 mondiales, je pense qu'il y en a au moins 15. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Donc en calculant, au dernier jeu, quand on était 90 mondiales, on était qualifié d'office par classement mondial. Mais ça dépend du nombre de joueuses par pays qualifiées devant soi. Et puis ensuite, la deuxième solution, c'est le tournoi de qualification olympique, qui a lieu en règle générale en février-mars avant les Jeux. Et là, c'est 3 ou 4 places. Marche crève. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, il faut être bon ce jour-là. On peut avoir été très bon pendant 3 ans et demi. Si ce jour-là, on n'est pas en forme, on se qualifie pas au jeu. Donc je me suis qualifiée comme ça pour les 2 précédentes éditions. Aujourd'hui, j'essaye vraiment de me qualifier par le biais du classement mondial. Ce qui t'assurera mentalement aussi. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que quand on se qualifie en février-mars au dernier moment, la prépa des Jeux est quand même assez courte, quoi, et moins sereine. C'est clair. Moi, je voulais revenir aussi sur une partie. Tu as parlé de ton engagement, et pour moi, ça paraît un point important. On a parlé de ce changement climatique, et donc il y a des enjeux sur lesquels tu es déjà sensibilisé. Tu viens de nous sensibiliser, mais quand tu as créé Ping Sans Frontières, tu as parlé donc du fait de recycler les revêtements, donc c'est les revêtements des raquettes. Exactement. En fait, pour ceux qui jouent à un niveau, mais même au niveau départemental, on commence déjà à faire sa raquette comme ça. On achète le bois qui dure très très longtemps et qui coûte entre 80 et maintenant 350 €. Et ensuite, on choisit les revêtements qu'on met en revers et en coup droit. Souvent, c'est pas le même revêtement. Et le revêtement coûte ici en France entre 25 et je crois les plus chers 80-90 €. Nous, quand on est sportif de haut niveau, on peut parfois les changer 2 à 3 fois par mois, mais on est sponsorisé, on les paye pas. Pendant de très nombreuses années, on les jetait. Alors qu'en fait, tout ça peut soit être recyclé pour faire d'autres choses, soit tout simplement être redonné, donner une seconde vie. Nous, quand on estime qu'ils sont plus tout à fait en état, ils sont en état pour beaucoup de personnes parce qu'on est un peu on est dans la performance et le haut niveau. Donc avec Cornio et la Fédération française, on a mis en place des urnes de récupération au sein des clubs. On a 350 clubs qui récupèrent aujourd'hui les bois et les revêtements, et on les redistribue, alors parfois en France, mais un peu à travers le monde pour ne pas le jeter. Ouais, mais ça me paraît bon, c'est assez basique, hein, comme initiative. Ça paraît tellement évident, logique et évident. Donc voilà, on l'a jamais fait, et on peut faire encore une fois bien plus. Il y a plus de 3000 clubs en France. Moi, j'espère que dans quelques années, on pourra se dire, en fait, dans tous les clubs en France, il y a une démarche de récupération et soit de recyclage, soit donner une seconde vie, ne serait-ce que pour nos raquettes, quoi. Donc ça veut dire que là, si je suis un club de tennis de table et que j'écoute le podcast, je viens directement sur LinkedIn. On mettra tous les liens dans les notes du podcast, hein, mais complètement. On vient te contacter et puis on organise.
Et si je suis la Fédération française de tennis de table, peut-être que je peux aussi te contacter, ou tu es déjà en lien On est déjà, avec eux? ils participent Ok, déjà d'accord. à l'opération. On est en lien en fait avec la fédération et la marque Cornillo qui finance l'opération. Ok, super, bravo. Déjà, rien que pour ça, bravo. Et on avait échangé dessus en off sur le fait que tu as été soutenu par l'Agence française de développement. Tu as fait partie d'une promo. Est-ce que tu peux un peu en parler? Parce que quand il y a des choses qui sont bien faites en France, il faut en parler. Et il y en a toi, plein qui sont voilà, bien faites en France, ben voilà, complètement. voilà. Complètement. Un des engagements dans la candidature de Paris 2024, c'était ce qu'on appelle l'héritage des Jeux. On s'est rendu compte depuis plusieurs éditions que parfois les Jeux étaient organisés et après il se passait plus rien dans le pays ou dans les villes où les événements avaient été organisés. Donc un des engagements forts de Paris 2024, c'était qu'il y ait des impacts sociétaux, sociaux et environnementaux. Et ils ont mis en place en fait un incubateur avec l'Agence française de développement. Et l'idée, il y avait 3 critères, c'est être sportif ou ancien sportif, être entrepreneur et entrepreneur à impact, avoir un projet, alors que ça soit selon les 3 critères assez classiques. Et, on a une première promotion de 26 athlètes, 16 avec des projets sur le continent africain et 10 avec des projets en métropole et en outre-mer. Il y a eu une deuxième promotion et je crois que là ils sont en passe de faire la 3e promotion. Donc des athlètes de plusieurs disciplines, de plusieurs nationalités. Alors moi c'était autour du tennis de table bien évidemment. Bien sûr. Et en fait je me suis rendu compte dans mes voyages en tant qu'athlète ou avec l'association que les tables de tennis de table étaient fabriquées à partir de bois qui venaient très souvent d'Afrique, ensuite exportées en Asie, et ensuite on revendait ces tables extrêmement chères en Afrique. Pareil, pour redonner une idée, on est sur des tables qui sont à 400-500 000 francs CFA, donc entre 800 850 euros. Dans certains pays, le SMIC est à entre 50 et 100 euros, donc complètement inaccessible. Et donc l'idée, ça a été pendant l'incubateur de créer une boîte à impact, et donc on a créé Taco. Ce sont des tables qui sont fabriquées au Ghana. On a formé les menuisiers, on utilise le bois local. Les tables sont vendues directement au Ghana et les bénéfices servent à financer des cours de soutien scolaire dans des établissements scolaires qu'on a identifiés au Ghana. On essaye de dupliquer le modèle en Côte d'Ivoire et j'espère dans d'autres pays. Ouais, voilà. J'imagine bien. Bravo parce que à un moment on se demande si t'as pas plusieurs vies et si vous n'êtes pas plusieurs quand même, parce que entre les compétitions, ton métier d'avocate, l'entraînement et puis faire partie d'un incubateur et de lancer des superbes actions comme ça. Bravo. Tu avais dans ta promo des sportifs qui sont encore en activité. Comme c'est ton cas, il y en a qui avaient terminé, et l'idée c'était que chacun venait avec un projet un peu comme toi tu viens de le vivre, avec l'idée soit impact social, soit impact environnemental. C'est ça, tout à fait. Alors il y en a qui avaient même des projets qui n'étaient pas forcément autour du sport. J'avais notamment des camarades sénégalais qui ont ouvert des restaurants végétariens, ou d'autres qui avaient des solutions vraiment très techniques sur les questions environnementales. Il y a une amie, Abigail, basketteuse de l'équipe de France, qui elle a créé des training camps au Sénégal et qui aborde la question de la dépigmentation de la peau des jeunes filles. Voilà, il y avait tout type de projet, mais l'idée c'était pas de faire des entreprises classiques, mais vraiment des entreprises à impact et vraiment où les bénéfices, c'est un peu ce qu'a lancé le professeur Younous, voilà, des social business où les bénéfices sont directement réinjectés dans le pays et dans des projets à impact. Et là il y a eu 2 promotions, là ça va être la 3e. Et c'est top. Nous on a pris bien sûr plein de choses, et surtout alors on n'est pas en effet sur des entreprises qui ont pour objet d'être dans le CAC 40, on est bien d'accord, mais l'idée c'est d'essayer de faire bouger les lignes à notre niveau, et surtout de permettre à des personnes de dégager des financements pour faire vivre leur famille et l'économie locale. Bravo donc aux personnes, et on en parlera en off, mais qui faisaient partie des promos, si vous voulez venir sur le podcast pour parler de sport et de tout ce qui tourne autour du sport, puisque ça tourne autour du sport. Si tu as été dans cette promo, cet incubateur, c'est bien parce que tu étais sportif de haut niveau, donc quelque part le sport, ça amène à des choses, ça amène à développer, ça amène, comme tu le disais, c'est une forme d'école de la vie, on oublie de le dire, et dans certains podcasts on en parle, où des fois ça aide à être recruté dans certaines entreprises ou autres, parce que il y a plein de soft skills dans le sport, donc voilà. C'est quoi l'avenir pour toi là, dans les mois à venir, pour les gens qui
Donc là, on va pas mentir, on est au mois de février. Hein, ton podcast va être diffusé un tout petit peu plus tard. Pour les gens qui ont envie de te suivre, qui vont écouter le podcast, les prochaines compétitions, là, c'est donc tu as parlé de Singapour. Voilà, donc en fait, il y a 2 types de compétitions, celle du circuit WTT, l'équivalent du circuit ATP, qui sont les compétitions internationales. Ensuite, moi, j'ai les compétitions africaines. Donc, j'ai la Coupe d'Afrique au mois de mai au Kenya. J'ai les championnats d'Afrique centrale toujours au mois de mai au Congo-Kinshasa. Et on a les championnats du monde qui sont en Afrique du Sud aussi fin mai. Donc ça, c'est vraiment le mois de mai, c'est le mois pour moi de l'année. Et puis il y en a, c'est les jours fériés, les ponts. Toi, c'est les grandes compétitions. Voilà. Et puis après, j'aurai les championnats d'Afrique au mois de septembre qui seront en Tunisie et en France. Avec mon club de Quimper, on vise la montée en Pro A. On est en 2e division, donc là aussi, ça va se jouer d'ici le mois de mai. Et je voudrais, si je peux, rebondir sur ce que tu disais. Vas-y. Je suis pas seule. J'espère que j'ai pas trop dit jeu en échangeant avec toi parce que vraiment. Si tu as dit jeu, c'est en pensant nous. Voilà, vraiment parce que ça soit dans les projets associatifs, l'entreprise sociale ou même moi en tant que sportif de niveau et j'ai envie de dire même dans ma profession d'avocate, je suis entourée de gens qui me soutiennent dans ce projet et qui font les choses avec moi et qui, comme tu disais, sont bienveillants. Mais indulgents aussi parfois, mais qui me disent des choses et qui me permettent d'avancer. Donc voilà, je voulais simplement le souligner. C'est vraiment pas moi toute seule dans tous ces entreprises et tous ces projets. J'y arrive parce qu'il y a d'autres personnes autour de moi. Je me doute déjà, comme tu as expliqué dans ton mode de fonctionnement dans le sport, tu as un collectif énorme. J'imagine que dans ton travail, ça doit être à peu près la même chose. Et puis, t'en profiteras pour les taguer dans les différents posts au moment où le podcast sortira. Ils seront tous mis en lumière. Donc, ça veut dire que quand on aura écouté le podcast, tu vas alimenter tout un sport et les réseaux sociaux de tout un sport où tu nous donneras tes résultats en Coupe du Monde, en championnat du monde, en championnat d'Afrique, et tu nous diras aussi si vous avez réussi la montée en Pro A avec ton club. Carrément, et là aussi, tu vois, c'est quelque chose sur lequel il faut que je m'améliore, et s'il y a des personnes qui veulent m'aider, je suis aussi preneuse. Voilà, communiquer davantage sur tout ça. C'est vrai que parfois, on a un peu la tête dans le guidon et on se concentre sur ses entraînements, les déplacements, et c'est bien aussi de partager l'aventure avec d'autres personnes, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors j'essaye, mais j'ai beaucoup de progrès à faire, donc s'il y a des personnes qui ont des conseils ou qui veulent m'aider sur ces points-là, je suis vraiment preneuse de tout conseil et de tout d'aide. T'es au bon endroit, je te présenterai un partenaire. Juste sur la partie finance, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent encore t'accompagner, devenir partenaire, quelqu'un qui écouterait le podcast et qui dit son histoire, j'adore, je veux financer. Est-ce qu'ils peuvent encore? Comment ça peut se passer? Est-ce qu'il y a même un particulier? Est-ce qu'il y a toujours une cagnotte Litchi ou quelque chose? Tout à fait. La cagnotte est toujours ouverte. Donc on la mettra dans les notes du podcast. Sûrement dans le lien et merci d'avance. Et puis bien sûr les entreprises qui souhaiteraient me soutenir complètement. Surtout s'ils se reconnaissent dans les valeurs et les éléments que j'ai essayé de mettre en avant dans notre discussion, carrément, ça me permettrait de participer plus sereinement aux compétitions, et puis aussi encore une fois, c'est pour moi une aventure collective, donc j'aimerais beaucoup être encore entouré de nouvelles personnes pour me qualifier pour les Jeux. Ouais, c'est top. Et pareil au niveau de la profession d'avocat, c'est dans quel domaine tu interviens particulièrement? Si quelqu'un veut faire appel à toi, je suppose qu'en plus, ils ne sont pas obligés d'être à Toulon. Oui, avec tous les déplacements, j'ai nécessairement dû me digitaliser et m'adapter à tout ça. Je défends les professionnels de santé, notamment dans tout ce qui a trait aux problèmes disciplinaires et la section des assurances sociales. Ça leur parlera s'ils écoutent. Vous aurez compris. Je défends aussi les fonctionnaires. Je fais du droit de la fonction publique et également du droit des étrangers. Et le dernier, mais c'est lié à mes engagements, j'accompagne les associations dans leur structuration, dans l'obtention d'un certain nombre d'agréments si besoin. Voilà, c'est les 3 domaines. Donc ceux qui ne veulent pas entre guillemets te sponsoriser ou n'ont pas cette habitude, s'ils ont des besoins au niveau des thématiques dont tu viens de parler, ils peuvent faire appel à toi en tant qu'avocate. Ils ne sont pas obligés de te financer. C'est une manière aussi de faire entrer de l'argent et de t'assurer une sérénité entre guillemets. Complètement. Parce qu'on oublie qu'être avocat, c'est aussi des fois devoir démarcher, devoir questionner. Donc, bien sûr. Voilà, souvent on l'oublie ça.
Oui, c'est une profession libérale. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le rappeler. Et j'aime bien rappeler certaines choses, comme ces derniers temps, j'ai rappelé aussi qu'être acteur, il faut se vendre aussi, parce que voilà, il y a rien d'automatique dans la vie, donc voilà. En tout cas, Sarah, merci beaucoup. Merci pour ce moment de partage. Merci d'avoir fait la connexion entre tes racines à Lille et les miennes aussi. Je repars là, moi vers le nord, toi vers le sud. Ça a été un vrai bon moment pour moi. Et puis n'hésite pas à nous partager où tu vas en être dans tes différentes compétitions, et on aura une petite pensée à chaque fois, en espérant pouvoir te suivre à Paris 2024. Bon, dire de venir te voir, ça a beau être à Paris, d'après ce que je comprends, les places, c'est assez compliqué. Voilà, on va pas développer plus, mais c'est assez compliqué. Même ceux qui sont tirés au sort, c'est un peu la galère. Il faut choisir 3 sports et compagnie. Mais quoi qu'il en soit, chez Tout un Sport, on sera avec toi par la pensée, et on fait en sorte de croiser les doigts pour que tu puisses y être. Franchement, merci à toi pour ce moment, et merci de laisser la parole aux sportifs. C'est top. Merci beaucoup. De rien. Merci à toi. Merci. Très beau retour. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre Histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un Sport, et à très vite sur nos réseaux sociaux.